Et bonsoir tout le monde. Petit check de son, est-ce que vous m'entendez bien? Juste un petit oui dans le chat pour nous assurer que le son est ok. Nous sommes 48 personnes là actuellement, donc c'est très cool. Et je vois le premier oui dans le chat, donc très très bien. Je vais pouvoir donner la main à Youn, du coup, qui sera votre animateur ce soir. Voilà, bonne soirée tout le monde. Bonsoir à tous. Est-ce que pareil, vous m'entendez bien? Je check le chat tout de suite avant de pouvoir démarrer. Super. Hop. Alors, j'attends que les gens arrivent encore un peu plus. On a dépassé les 50. Je vais faire l'introduction de 5 minutes pour les habitués. Et pour ceux qui ne sont pas habitués, je vais pouvoir introduire l'association Codeur en scène. Donc, je me présente. Moi, je suis Youn Chene. Moi, je suis le trésorier de l'association. Je suis un des bénévoles qui anime les meet-up et la conférence en fin d'année. Vous aurez bientôt plus d'informations sur la conférence de fin d'année. On a dû prendre des décisions dernièrement. On est en train de préparer toutes les communications par hasard. Et pour ceux qui ne connaissent pas Codeur en scène, qui sont venus exprès pour le sujet, Codeur en scène, c'est l'association de plusieurs groupes de meet-up sur la région rouennaise, donc, que ce soit du Java User Group, du JavaScript, de l'UX, du PHP, de l'agilité, etc., etc. Tout le monde est réuni sur une même bannière et ça permet d'avoir les mêmes moyens logistiques pour tous ceux qui souhaitent proposer des sujets ou demander des sujets. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez bien sûr le site web et vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur YouTube, sur Twitch. On a le GitHub avec le site, sur Facebook. Et vous pouvez venir sur notre Slack, sur coderenseigne.slack.com. Et après, vous pourrez même poser des questions à notre invité. D'ailleurs, ça fait penser qu'il faut qu'on t'invite sur le Slack, Colis. Je ferai ça pendant ton invité. Et en parallèle, la plupart des meetups donc, sont rediffusés en VOD sur Twitch. Après, d'ici 1 ou 2 semaines sur YouTube, et vous avez aussi tous les meet-ups passés qui aient été sur Twitch ou en physique sur le YouTube. Il en reste encore un ou deux en montage de la période pré-Covid. Et donc là, on le fait moins, mais c'était plus pour ceux qui étaient en physique. Vous avez fait des versions audio qui sont disponibles sur les podcasts, qui sont disponibles que ce soit sur Apple, que ce soit sur Spotify ou sur Android. Vous l'avez sur vos principaux outils de podcast. Et si vous souhaitez un type de présentation ou si vous souhaitez présenter quelque chose vous-même, vous pouvez nous contacter via le Slack ou par email. Un petit coucou aux sponsors avec Altitude Infra, Atineos, Beer Studio, Divit, Imagil, Invoke, NWX, Normandie Web Expert, Sagi et WixiWeb. Alors, là, les deux meetups, celui de ce mois-ci du mois de mai et celui du mois de juin, vont être un peu plus internationaux que le reste. En juin, le 15 juin, donc à 19 heures à cause du décalage horaire, sur Twitch, il y a un live depuis Dubaï avec Loïc Tosser sur Kubernetes et le futur de la sécurité. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans les types des barbus, hein, typé Quentin Adam, donc normalement on ne devrait pas s'ennuyer. Et donc, rendez-vous le 15 juin à 19 heures. Et comme vous pouvez le voir, c'est des sujets qui vont être différents entre les meet-ups. Mais aujourd'hui, c'est Coli Wayak qui nous vient de la Silicon Valley, de San José, qui travaille en France actuellement et qui va nous présenter la documentation Ascode pendant une quarantaine de minutes. Pendant ces 40 minutes, vous pourrez poser plein de questions dans le Twitch, dans le chat. De l'autre côté, il y a un ou deux bénévoles qui vont trier ces questions et on les posera ensuite à la fin de la présentation et vous pourrez rebondir à ce moment-là. Et en général, il y a ces 40 minutes de présentation et 40 minutes de questions. On prend vraiment le temps pour l'interaction à la fin, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Et bienvenue, Colis. Salut tout le monde. Question obligatoire, est-ce que tout le monde m'entend bien? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Ah voilà, j'ai retrouvé. Ouais. C'est bon, tu peux y aller. Et très bien. Donc, comme Youn vient de dire, on va discuter de la documentation en tant que code. Docs as code en anglais et comment documenter vraiment le produit avec le produit. Donc, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui.
Est-ce que, par contre, vous voyez bien mon écran là? Ok, voilà, très bien. En fait, j'ai sur mon portable, juste pour quelques minutes, j'ai le chat ouvert et après, ça va être fermé. Donc, je vois le replay en live aussi et il y avait un petit peu de décalage. C'est pour ça que je pose la question. Donc, très bien, on y go. Donc, dans le chat, là, en fait, je vais me présenter. Mais pendant que je me présente, j'aimerais bien que vous écriviez quelque chose dans le chat en répondant à cette question. Donc, décrivez votre expérience avec la documentation en une seule phrase, si possible. Je vais trier un petit peu pour discuter vite fait. Après, je vais fermer le chat complètement pendant 40 minutes minimum. Donc, pour me présenter, comme il a dit, je viens de la Californie, de San Jose. Mes parents travaillaient dans les tech, en fait, dans Silicon Valley. Donc, je connais ce monde toute ma vie. J'ai passé ma vie dans le monde de tech, on peut dire. J'habite actuellement en France, dans en fait, un petit village de 150 gens. Qui est assez dingue de changer environ de San Francisco pour un village de 150 gens. Et j'habite ici actuellement. Je viens de terminer un boulot où j'ai travaillé avec Johan et en fait avec d'autres qui sont, je crois, ici ce soir. C'était la semaine dernière. Et puis, je prends une petite pause avant de lancer un nouveau projet en juin. J'ai vraiment hâte pour le nouveau projet, mais ça reste secret pour l'instant. Sinon, mon expérience professionnelle, c'est ça qui allait vous intéresser le plus, je crois. Je suis rédactrice technique, documentaliste, documentarian. Vous choisissez le mot que vous préférez. Mais en gros, je documente les choses. Et ce qui me motive vraiment dans la documentation, que ça soit pour un logiciel ou dans la vie de tous les jours, c'est que les gens aient accès aux informations qu'il faut. Et donc, dans ce monde tech, c'est surtout l'accès aux informations pour utiliser un produit. Donc, on va commencer par là. Je regarde vite fait sur mon portable. On a quelqu'un qui a dit que c'était un nightmare, un cauchemar. La doc est dans la tête des gens. RTFM, read the fucking manual. Très bien. Après, j'ai pas le temps. C'est ce que les devs disent. J'ai pas le temps. Merci, Ivan. Documentation first. Très bien. Doc, c'est le code. Quand la doc n'est pas là, on n'est pas content. Et quand elle est là, on n'est pas content de la maintenir. Tout à fait. Ça, c'est, en fait, je ne sais pas qui c'est. C'est Daeneak, mais très bien. Tu as super bien résumé la documentation. Mais tellement agréable lorsqu'elle est là et bien fait. Le code, c'est la doc, etc. Donc, je ferme le chat. Mais merci beaucoup pour vos réponses. Je suis d'accord. Mais c'est mon métier, vraiment discuter. Donc, je crois franchement qu'on connaît tous cette situation. Imaginez que chaque cercle, chaque couleur, c'est un endroit. Ça peut être un wiki interne, Notion, etc. Ça peut être Google Docs. Ça peut être les README dans les repos du produit. Ça peut être dans les notes personnelles des réunions, des salariés diverses. Etc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, imaginez qu'on a toutes les informations, chaque cercle, c'est des infos, en fait, qu'il nous faut aussi dans la tête des gens. C'est important. Mais quand c'est comme ça, quand chaque morceau, chaque bout de documentation, d'information est dans son coin, personne ne peut y accéder, en fait. C'est ça le problème. Donc, je crois qu'on connaît vraiment toute cette situation. Et selon les réponses dans le chat, j'en suis sûre. Par contre, je crois qu'on aimerait tous connaître cette situation où on a quand même le cercle parce que
chaque personne est là en train de faire son boulot, chaque service, etc. Il faut qu'on ait nos propres documentations des fois. Il faut que moi, je puisse prendre des notes dans les rayons, etc. Mais on a quand même une façon de centraliser toute cette information pour pouvoir livrer, on peut dire, une documentation complète. Je vais dire complète, mais jamais terminée. Parce que la documentation, c'est quelque chose qui est... La documentation est vivante, on peut dire. Et quelqu'un a dit quelque chose dans le chat où on ne veut pas le maintenir. Bah oui, je comprends. Mais la doc, c'est vivant. Et donc, il faut le maintenir. Et donc, je crois que là, j'aime bien cette image, en fait, parce que ça montre qu'on peut quand même unifier les infos et trouver une façon de présenter et de comment dire, compiler toutes les informations qu'il faut pour livrer vraiment une documentation complète, à jour, etc. Et donc, j'aimerais bien vous rappeler vite fait du principe du jour. Je l'avais mis dans le Meetup, mais vraiment une bonne documentation devrait être considérée comme une feature de chaque produit et de chaque service offert. C'est ça souvent le problème. Et je sais que je parle aux gens qui connaissent déjà, mais c'est un petit problème. Hein. C'est la documentation. C'est la dernière chose à laquelle on pense. C'est la dernière chose qu'on veut faire, surtout les gens qui, pour eux, ce n'est pas leur métier. C'est quelque chose qu'on ne veut pas maintenir après parce que c'est difficile, ce n'est pas simple de maintenir la documentation. Et une documentation qui n'est pas correcte est souvent pire qu'une documentation qui n'existe pas. Et donc, souvent, on voit la doc, en fait, comme un support, comme quelque chose qui arrive après. Par contre, si on pense à la documentation comme une feature, ça veut dire que c'est livré avec le produit. Ça veut dire que c'est maintenu avec le produit. C'est livré, c'est maintenu. C'est le mot que je viens de dire. Je suis désolée. Hein. Je n'ai pas forcément le même vocabulaire que vous tous, mais je gère. Après, si c'est une feature, c'est aussi une priorité. Et donc, on va partir de ce principe qu'une bonne documentation, c'est une feature du produit. Après, on va réviser vite fait les 2 questions que j'avais mises dans la description pour les meet-up. Et dans la première, comment fournir une bonne documentation correcte et à jour et comment gagner l'adhésion des profils tech. On va en discuter ce soir. Je vais vous partager, c'est une réponse pour moi, c'est assez simple. Pour moi, je crois que c'est l'avenir de la documentation produit, de la documentation dans le monde tech, un peu partout, mais aussi en France. Et c'est le système d'Access Code. C'est ce qu'on va discuter ce soir. C'est vraiment un système d'Access Code. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que la documentation habite, entre guillemets, avec le produit, dans un repo, à côté du produit. C'est écrit dans un langage comme du Markdown. En anglais, c'est Lightweight Markup Language. On peut dire du Markdown, du Restructured Text, du ASCII Doc. Mais c'est écrit dans un langage comme ça. C'est pas comme on écrit dans Microsoft Word, quoi. Et c'est vraiment c'est intégré dans le workflow des développeurs, en fait. On peut dire que ça rentre dans le workflow Agile, etc. C'est livré continuellement comme le produit. Et on peut vraiment collaborer avec tous les profils tech qui contribuent au produit. Donc, un système d'Access Code, c'est vraiment ça rejoint tout dans le même endroit pour pouvoir maintenir plus facilement. Donc, ce que je voulais en discuter avec vous ce soir, c'est vraiment pour moi, avec beaucoup de réflexion, 3 clés qui sont ces 3 clés. On ne peut pas
former, on ne peut pas construire en fait un système d'Access Code efficace. Et donc, on va passer là. Donc, c'est 3 clés. C'est du bon management. Vous pouvez rigoler si vous voulez. Après, un processus correct et une personne avec de l'empathie. Et je vais expliquer pourquoi du bon management c'est là, parce que je crois qu'on peut dire ça pour dessus. Mais je vais vous donner vraiment des choses spécifiques niveau management pour un processus Access Code. Après, les processus corrects, on va en discuter aussi, mais comment est-ce qu'on va le faire? Et puis l'empathie, vous allez voir. Donc, on va commencer avec du bon management. Et la première chose que je vais dire, c'est le mot priorité. Donc, le management, la personne chargée avec la documentation, disons en fait, pour moi, c'était Youn. Youn, c'était mon chef direct. C'était lui qui a emmené un rédacteur ou une rédactrice dans cette situation technique à Sagi. Et pour lui, la documentation, c'était une priorité. Si ce n'était pas le cas, pour une chose, il n'aurait jamais embauché quelqu'un comme moi. Et je crois que la documentation ne serait pas aussi, comment dirais-je, aussi complète, aussi, en anglais, le mot c'est robust, qu'elle est actuellement. Donc, il faut absolument que la personne chargée de la doc priorise la doc. Point, fin de l'histoire. Après, le deuxième point pour du bon management, c'est que ça fasse partie de la definition of done. Pour moi, c'est assez courant en tant que phrase, mais en gros, c'est la définition qu'un projet, une carte Jira, une Epic, quoi que ce soit, la doc fasse partie de ça, en fait. Donc, comme les tests, on peut dire. Comme on ne peut pas merger quelque chose dans le projet sans que ça soit testé. C'est exactement la même chose pour la documentation. Et donc, une fois que c'est priorisé niveau management et ça fait partie de la definition of done d'une carte, d'une Epic, quoi que ce soit, on aura beaucoup plus on aura toutes nos chances en fait de produire une documentation complète mais jamais terminée. Un troisième point, il y en a 4. Un troisième point, c'est que le management parle bien de la documentation. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que même si pour quelqu'un qui est chargé avec la documentation, même s'il sait que c'est important, même si c'est priorisé, même si ça fasse partie de la definition of done, si derrière cette personne parle mal de la documentation, si cette personne dit j'en ai marre, je veux pas, c'est chiant de devoir gérer, de devoir maintenir une documentation, après c'est beaucoup moins important que ça soit priorisé entre guillemets. Donc moi je dirais soit n'en parle pas trop, soit parler positivement. C'est assez important pour l'esprit de l'équipe et leur attitude envers la documentation. Et enfin, le management contribue à la documentation. Ça peut être des vraies contributions ou ça peut être des retours. Mais le management contribue. Et moi, après pas mal de réflexion, je pense qu'avec les 4 points, là, côté management, si c'est priorisé, si ça fait partie de la definition of done, si on parle bien de la doc, on parle positivement, et si on contribue, le management, ça c'est le soutien du management pour la documentation. Et avec ça, on peut vraiment arriver au point où on produit quelque chose de bien. Là, je vais continuer. C'est un peu bizarre parce que je n'interagis pas, mais si pour l'instant, il n'y a pas trop de commentaires, je continue. Alors, c'est comme tu le sens, on peut te poser les questions. Là, celles qu'il y a eu déjà, on peut te les poser. Hein, c'est comme tu le sens. Sinon, on peut te les poser à la fin de la présentation. C'est comme tu préfères.
déjà, je pense que ça serait pas mal de discuter minimum ce point et puis continuer. Moi, j'aimerais bien, si ça te dérange pas. Ça marche. Alors, j'étais en train de regarder les questions. C'est pas forcément en rapport avec ce que tu as dit, mais je vais prendre la première question de Akayami. Est-ce qu'écrire une doc ne risque pas de doubler le temps et donc l'argent investi? Ah, c'est une très bonne question. Et en fait, j'ai un super exemple. Euh, et Yoon va en se souvenir de cet exemple. Donc, quand je suis arrivée chez Stagi, c'était décembre 2019. Et je vais être je vais être transparente ici. C'était mon premier boulot dans le tech exact, quoi. J'avais fait de la doc, mais pas technique, pas pour un logiciel. Je connaissais rien côté Kubernetes, rien côté les clouds managés, etc. Rien. C'était vraiment, j'étais bleue, quoi, on peut dire. Et donc, je suis arrivée décembre 2019. Et pour ceux dans la salle qui connaissent Yoon, vous ne serez pas étonnés. Mais elle a décidé que la première chose que je vais documenter chez Sagi, c'est comment installer le truc. Donc, pour installer Sagi, il faut avoir un cluster Kubernetes très spécifique. Il faut avoir un DNS, un SMTP, enfin, plein de choses comme ça qui sont hyper techniques. Moi, je ne connaissais rien. Et je n'exagère pas, je ne connaissais rien. Et donc, pendant un petit moment, je crois que c'était 6 semaines, peut-être 2 mois, on a travaillé ensemble. C'était moi, Yoon et quelques devs. Ils travaillaient, ils faisaient leur boulot à côté. Et avec le peu de connaissances que moi j'avais et mes atouts pour la documentation, et puis leurs connaissances en tant qu'expert, on a produit un guide pour installer le truc. Et donc, Yoon a partagé un guide que moi, je n'étais pas encore contente, j'avoue, mais elle a partagé quand même. Euh, et le client a pu installer Sagi soi-même avec quelques coups de fil vers un dev. Avant cette documentation, il fallait envoyer un dev sur place pendant genre 1 semaine. Donc, ça nous a pris quand même, je dirais, 6 semaines. Et donc, tout de suite, avec un client, non, ce n'est pas forcément un retour d'investissement. Mais tu imagines qu'un client, 1 semaine, 20 clients, 20 semaines. Et avec une bonne documentation qui a pris 6 semaines de produire, les 20 semaines pour aller sur place n'existaient plus. Donc, c'est juste un exemple, mais c'est vraiment, moi, je crois que ça cible vraiment le but de la documentation où au début, ça rentabilise pas tout de suite, mais dès qu'on est plus de clients, plus de gens qui l'utilisent, il n'y a pas de questions en fait. On ne peut pas comparer 6 semaines avec 20 semaines, 30 semaines, 50 semaines, etc. Donc voilà. Est-ce que ça a répondu à ta question? Donc, je me rappelle du nom. Hop, dans le bon ordre, Akayami. Il y a une deuxième question, mais je la garde pour après la prochaine partie. Ouais. Elle me Ok, paraît très plus bien. contextuelle à ce niveau-là. Ok. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions côté management, c'est ça en fait, même si ce n'était pas directement lié, je crois que ça parle de priorisation quand même. Et donc, bien pensé, bonne question. On va continuer pour les processus. Donc, pour les processus corrects, j'ai encore quatre choses à partager, dont une, vous connaissez déjà, c'est la definition of done. Donc, dans un processus de documentation correct, la doc fera partie de la definition of done, point fin de l'histoire, sans question. Sans question. Donc, si vous avez des questions là-dessus, on peut en discuter davantage après, mais je vous assure que c'est la première chose à faire. Après, on va parler des repos, des dépôts de dossiers, etc. Repository en anglais, repository en franglais. Et c'est vraiment le fait qu'il faut comprendre le besoin ou les besoins de nos repos et plus loin de nos produits
est-ce que, par exemple, pour un produit, il faut passer par les MR, par exemple, les merge requests. En fait, je ne connais rien en français, on utilise que les mots en anglais. Donc, posez les questions dans le chat, quelqu'un va vous répondre si jamais il y a une question. Mais il faut avoir, par exemple, il faut avoir quelques plus pour pouvoir merger, par exemple. Après, de la conversation entre les devs, etc. Après quelques plus, après ça peut être mergé selon les tests, etc. Il y a un processus pour pouvoir merger du nouveau code avec un produit. Pour la doc, est-ce qu'il faut le même processus? Est-ce qu'il faut un processus un peu moins demandant, mais quand même un petit processus? Qu'est-ce qu'il faut? Et donc, il faut bien se poser ce genre de questions pour décider si la doc sera dans le même repo ou dans un repo à côté, ou même les deux, en fait. Là, je crois que la doc publique de Sagi en avait 4 repos à la fin, dont 2 avaient du contenu publié. Donc, on avait les repos produits où on avait toute la documentation technique. Et puis, on avait le repo documentation qui avait toute la documentation utilisateur. Donc, c'était moins lié à une version du produit. Donc, on a décidé qu'on pourrait le mettre à côté pour éviter ce processus vraiment lourd du repo produit. Donc, il faut vraiment comprendre les repos et les besoins. Deuxième, j'ai rigolé. En fait, j'étais morte de rire quand j'ai trouvé ce petit icône. C'est juste un petit, une personne seule. Et pour les processus, il faut se souvenir en fait qu'on est souvent, surtout en Europe, pas aussi souvent aux États-Unis, mais surtout en Europe, on est souvent seul en fait. Souvent, les rédacteurs, rédactrices techniques, les documentalistes, peu importe, il n'y a qu'un ou une à la boîte. Et maximum, j'ai vu 2, sauf pour vraiment les grosses boîtes. Et donc, il faut s'en souvenir de ce fait qu'une personne ne peut faire que le boulot d'une personne. Et donc, dans ce genre de process, pour publier, pour contribuer et publier à la doc, il faut bien se demander en fait qui va contribuer du contenu, qui va rédiger le contenu, etc. La responsabilité pour chaque étape appartient à qui? Et ça rentre dans les process, en fait. Et donc, pour aller juste un petit peu plus loin, je vais parler, comme ça date de même pas 5 jours, de mon expérience chez Sagi, où pour le contenu technique, la première personne qui touchait au contenu pour modifier, pour le mettre à jour, c'était un dev. Parce que dans sa carte Jira, ça faisait partie de la definition of done de mettre à jour la documentation. Donc, le dev, peut-être avec d'autres devs, a mis à jour la documentation et seulement après être content avec ces modifications, il m'a demandé ma validation. Et donc, moi, je n'avais rien à faire avant cette demande de validation. J'explique pourquoi c'est important. Parce que moi, en tant qu'une personne et une seule rédactrice technique pour une boîte de 90 personnes, j'avais pas mal de choses à gérer. Et si moi, il fallait faire attention vraiment à chaque Jira, à chaque moment, c'est pas possible. Même pour les PM, pour les VP, etc., c'est compliqué. Et donc, imaginez une rédactrice technique qui est en train d'essayer vraiment de maintenir la documentation, qui aussi fait attention à chaque Jira. Ce n'est pas possible. Et donc, il faut vraiment que ça fasse partie du processus. Donc, il faut réfléchir pour voir à quel niveau chaque personne va intervenir. Voilà. Et enfin, est-ce qu'on aura des gens qui contribuent à la doc qui ne sont pas les gens techniques? Disons, c'est les salariés qui n'utilisent pas Git, leur terminal,
les écrans noirs, quoi. Et si oui, il faut aussi créer un processus pour eux, parce que pour moi, par exemple, des fois, c'était l'équipe support ou l'équipe service qui faisait pas forcément partie de nos processus techniques, mais qui voulait contribuer à la doc, que ce soit mise à jour de quelque chose qui existait déjà ou du nouveau contenu. Et donc, on a créé aussi un processus pour ça. Et donc, quand je parle des processus, c'est vraiment definition of done, connaître son repo, connaître ses limites et penser à tout le monde. Et si on fait ça, je vous assure, c'est possible. C'était possible pour nous, je vous assure, c'est possible pour vous aussi. Je vais passer quand même au troisième point et après, on peut prendre une petite pause pour les questions. Parce que ce troisième point, c'est une personne avec de l'empathie. J'espère que vous pouvez tous l'entendre, même dans ma voix et comment je vous parle, etc. Même dans ce genre de situation qui est des fois, on est un peu nervous, quoi, mais c'est bon. En fait, quand je parle avec des autres rédacteurs, rédactrices techniques, c'est un truc qu'on discute pas mal. C'est le fait que ce métier demande beaucoup d'empathie. Je crois qu'il y a un genre, il y a une façon d'empathie qu'il faut pour n'importe quel métier, parce qu'on est tous des êtres humains. Mais pour être rédacteur ou rédactrice technique, il faut pouvoir aller vers les gens et les comprendre. Et donc, je vais dire que pour commencer, il faut, comme j'ai dit, aller là où se trouve la personne qui a les informations. Ça veut dire que des fois, on parle avec les gens qui sont hyper techniques, qui ne veulent rien à faire avec les choses pas techniques. Et moi, je n'ai pas fait des études d'engineering, etc. Je n'ai pas tout ce genre de connaissances, mais il faut que j'arrive à comprendre et à communiquer avec cette personne. Et ce n'est pas simple à faire ça, mais on apprend en fait. Et dans ce métier, il faut vouloir aller vers quelqu'un et à leur niveau en fait. Après, il faut comprendre aussi qui va utiliser la documentation qu'on est en train de créer. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a jamais vu le produit? Est-ce que c'est un profil tech, un profil ops? C'est qui en fait? Il faut savoir. Et pour savoir un profil de quelqu'un, il faut vouloir les connaître en fait. Et donc, l'empathie est très importante là aussi. Après, ce métier, il faut vraiment écouter. Il faut pouvoir écouter, entendre, comprendre les choses qui ne sont pas dites. Et donc, on écoute beaucoup. On ne parle pas autant, on écoute beaucoup. Et finalement, il faut pouvoir balancer les besoins différents. En fait, dès que vous commencez à créer une documentation correcte, complète, à jour, belle, etc., les gens vont venir en demandant plus. Ça, c'est normal, je crois. Ce n'est pas que dans ce métier. Mais pour la doc, c'est assez normal. Et donc, il faut savoir comment dire oui, mais dans un mois. Oui, mais la semaine prochaine. Non, on ne peut pas faire ça en ce moment. Peut-être pour la prochaine créneau de roadmap, quoi que ce soit. Il faut savoir comment gérer tout ça, mais avec de la gentillesse. Dans ce métier, je vous le dis, et moi, c'est pas toujours facile avec les gens, il faut garder les amis. Parce qu'on ne sait jamais qui aura les informations qu'on cherche en fait. Et donc, il faut savoir comment faire tout ça en restant respectueux, gentil, bienveillant, etc. Et donc, voilà pour l'empathie. Et les 3 points là, c'est du bon management, les processus corrects et de l'empathie. C'est vraiment les 3 points que je voulais souligner ce soir. On passe à quelques questions. Ouais, j'ai une question. Une première question de Sébastien Le Cacheur. As-tu un exemple de processus pour les contributeurs de personnes non tech? Oui, j'en ai un. En fait, je suis en train de recréer un peu les choses
que j'avais fait juste de ma tête pour mettre sur mon site web. Donc, peut-être d'ici quelques semaines, vous allez voir ça sur mon site perso. Mais en général, je vais décrire ce qu'on avait fait chez Sagi parce que c'était, pour nous, c'était nécessaire aussi. Et en fait, on a décidé d'utiliser un truc comme Google Doc. Je vous explique pourquoi. Donc, on a décidé de ne pas utiliser le wiki interne. On avait Notion parce que le but n'était pas que ces communications restent quelque part à jamais parce que ça va être publié publiquement en fait. Et donc, on a décidé de partir sur des documents dans Google Docs. Ça peut être Word, ça peut être même des mails, quoi. C'est vraiment pas hyper important l'outil qu'on choisit, juste que ça soit assez temporaire. Après, on a communiqué via Slack et Zoom, etc., pour vraiment cibler le contenu avec la personne. Donc, on a fait ça tout dans Google Docs, on peut dire. Une fois qu'on était content avec le contenu dans Google Docs comme ça, moi, je suis partie dans mon coin faire mon boulot. Et donc, moi, j'ai pris le contenu, j'ai pris notre système Docs as Code, j'ai créé le contenu, j'ai rédigé, etc. J'ai écrit le contenu dans AsciiDoc, dans notre système, etc. Et puis, ce qu'on a fait avec Johan, du coup, c'est on a créé un site pré-prod pour que, avec Netlify, pour que à chaque fois que je crée une branche dans un repo, un certain repo, ça crée en fait un site pré-prod. Et après, j'ai pu envoyer le lien avec le nouveau contenu et un petit mot de passe pour protéger parce que ce n'est pas censé être public à la personne qui a contribué dans Google Docs. Après, comme ça, cette personne pouvait valider ce contenu avant que ça soit publié, mais sans touchant GitLab, leur terminal, etc. Donc, voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Unité mutée. Je ne suis plus muté. Je regardais si... Oui, il a dit super, oui. Pour la question, merci. Est-ce qu'après, tu montres un petit peu comment c'est fait avec une démonstration ou pas? Parce qu'il y a... C'est pour savoir si quelles questions je te pose après. Allez, je peux continuer et après, Ok, du coup, ça risque de répondre à la question, mais la question de Vitor Bukanova, c'est la question pratique, c'est vous l'avez fait avec quel techno votre doc? Donc là, il cite le lien vers la doc publique de Sagi. Elle est top. Est-ce qu'elle est en partie générée depuis le code pour l'interrogation? Donc, je pense que c'est un bon enchaînement. Générée, tu veux dire quoi? Je pense que c'est comment est générée cette documentation. Moi, je connais la réponse, elle est générée. Mais c'est peut-être l'objet de ce que tu vas montrer après, c'est pour ça. Non, comme j'ai plus accès au truc qu'il s'agit, je ne peux pas montrer exactement parce que nos reports étaient privés. Donc, ce n'était pas ça que j'avais planifié de vous montrer, mais je vais vous expliquer. Donc, si vous allez directement au site docs.sagi.io, ce que vous allez trouver, c'est un système Docs as Code où on a écrit la documentation dans AsciiDoc. On a choisi en tant que système de Static Site Generator, donc générateur de sites statiques, je crois. On a choisi Antora, qui est créé par les mêmes personnes qui a créé AsciiDoc. Après, on déploie le site via Netlify et on a mis en place Algolia pour notre recherche. Donc, ça a l'air assez simple quand on le dit comme ça. Est-ce que c'est stocké en GitLab. Donc, les repos sont en GitLab. Le truc qu'on aimait bien avec Antora, c'est que pour la doc externe, on prend de la documentation de deux repos. Mais on pourrait prendre
du contenu d'une centaine de repos. On ne va pas faire ça, ils ne vont pas faire ça, mais on pourrait. Ça peut grandir, c'est assez sympa. Et donc, on a fait ça. Pour avoir le site que vous voyez actuellement, il y avait moi, bien sûr. Il y avait Johan qui a fait beaucoup de front-end, qui a aidé. Sans lui, je ne sais pas si j'aurais pu faire tous les trucs avec Netlify, avec Algolia, etc. Je peux les faire tout seul maintenant. Je n'aurais pas pu le faire la première fois. C'était vraiment technique. Mais j'ai bien appris. Il est un super enseignant. Et le design, c'était grâce à notre designer. C'était quoi son titre déjà? UX designer, mais il travaille que dans le code, quoi. Et il a fait tout ça joli. Donc, c'est grâce à ça. Et on peut parler davantage plus tard si vous le souhaitez. Ouais, je vais enchaîner par la question d'après. Et je sais qu'on en a parlé ensemble. Donc c'est Zigazou qui pose la question. Zigazou, pour information, c'est le webmaster de Rouen.fr. Enfin, c'est un des membres des équipes. Il dit, il y a, je ne sais jamais comment le dire, il y a Mads qui recensait 4 formes de documentation dans une de ses conférences. README, Auto, Manpage, FAQ. C'est possible de combiner tout ça dans le code ou une documentation complète nécessite-t-elle de toute façon du document hors code? Donc, pour notre site, il n'existe pas de contenu hors code. Est-ce que si ça va plus loin que ça, je n'avais pas compris. Alors, en fait, je pense sur quoi tu peux insister, c'est que Matt, il cite 4 formes de documentation. README, How-to, Manpage, FAQ. Comment toi, tu structures la documentation? Oui, donc on parle du système d'organisation. Donc, en fait, avec Youn, on a découvert un système qui s'appelle, ça s'appelait Divio à l'époque. Depuis, elle a changé, c'est Diaxis maintenant. Et en fait, si vous allez... la dernière fois que j'ai fait une discussion comme ça, c'était aussi avec Youn, c'était pour TechRox. Et j'ai parlé avec quelqu'un d'autre. Il y avait deux personnes qui parlaient. Et c'était Daniele qui a créé ce système. Et ce système, en fait, ça divise la documentation donc, dans 4 sections très spécifiques. Je confirme, je réponds bien à la question là. Oui, c'est ça. Et j'ai copié le lien dans le chat. Oui, très bien. Donc, en fait, ces 4 sections sont très spécifiques et très importantes. Et donc, on va dire que il y a les tutoriels, il y a les guides how-to, les guides comment faire, on peut dire. Il y a la section référence et une section explication. Pourquoi ces 4 sections? C'est parce que les tutoriels, c'est vraiment pour les débutants, pour les gens qui viennent d'arriver, pour les gens qui veulent installer pour la première fois. C'est vraiment un début, quoi. Et il faut vraiment, pour une section, pour les tutoriels, il faut mettre dessus, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, très clair. Et même quand c'est très clair comme ça, j'ai testé pas mal de mes tutoriels avec les gens avec qui je travaillais et c'est tombé quand même. Donc, il faut être très, très, très clair dans les étapes pour les tutoriels. On ne peut pas penser en fait qu'ils savent faire déjà avec un tutoriel, ou très peu. Et si il faut savoir quelque chose, il faut le mettre bien au début. Pour suivre ce tutoriel, il faut savoir tel et tel truc. Après, il y a les guides how-to. Ça va beaucoup plus loin que les tutoriels. Et ça peut être comment intégrer quelque chose avec le produit. Ça peut être comment faire les choses dans les tutoriels, mais les plus avancés. Et là, dans les guides how-to, on sait que les gens savent faire pour certaines choses, quoi. Et quand même, c'est bien de noter
ce qu'ils sont censés savoir pour pouvoir suivre le guide, etc. Mais on peut être un peu plus général, on peut mettre plus d'options. Avec les tutos, c'est vraiment, il y a une seule chose à la fin, une seule réponse. Avec les guides how-to, on peut avoir plusieurs. C'est les gens qui savent. Après, la doc référence, c'est les choses un peu sèches, mais quand même très, très importantes. Ça peut être un glossaire, ça peut être la doc API. C'est vraiment les choses qui sont hyper importantes, mais pas forcément intéressantes. On va à la doc référence uniquement quand on a une chose qu'on cherche spécifiquement. Après, pour la section explication, c'est là où on peut, pour moi, en tant que quelqu'un qui aime bien écrire, la section explication est plus intéressante parce que je peux aller un peu plus loin dans mes descriptions avec mes mots, etc. Et c'est là où on explique. Donc, par exemple, on peut expliquer, il y a quand même des fois des choses un peu, un peu moins intéressantes là-bas aussi, hein. Mais on va expliquer pourquoi ou comment ça marche. J'essaie de trouver un exemple très clair. Par exemple, dans le produit que je viens de citer, dans Sagi, il y a des pipelines, par exemple. Et donc, pour un tutoriel, ça va être A, B, C, D, comment créer un pipeline. Mais l'explication, ça va expliquer à quoi ça sert un pipeline dans le produit et comment utiliser en fait un pipeline dans le produit, à quoi ça sert et, euh, et à quoi chaque chose dans un pipeline, pourquoi c'est là, etc. Ça va expliquer tout ça. Et donc, c'est vraiment 4 sections très spécifiques. Et je vais dire un truc qui, souvent, ça choque les gens, mais j'avoue, c'est la vérité. De ces 4-là, le cas le plus difficile, c'est les tutoriels. À écrire, je veux dire. Le plus difficile à écrire, c'est les tutoriels. Et en fait, les tutoriels, pour quelqu'un comme moi, il faut que moi, je sache que il y aura toujours quelqu'un qui n'est pas content. Parce que on fait vraiment son mieux pour créer un tutoriel 1, 2, 3, 4, tac, tac, tac. Et après, quelqu'un va venir me dire, bah, c'est trop facile, pardon, c'est trop facile pour lui. C'est trop facile, tu détailles trop d'étapes. Et puis, j'aurai quelqu'un qui vient, qui arrive en me disant, mais en fait, c'est quoi ça? Et c'est un truc que moi, j'avais pensé, c'était clair, net, tout le monde connaissait. Et donc, à fur et à mesure, on apprend. Et on a les tutoriels qui plaisent à la majorité des utilisateurs. Mais les tutoriels sont très difficiles. Voilà. Pour apprendre davantage, regardez le lien que Youn vient de partager avec vous dans le chat. Voilà. Et pour compléter ce que tu as dit, c'est que souvent, quand on fait une documentation, on essaye de faire le tutoriel, d'expliquer, de mettre le how-to dedans et de mettre les références dedans. Et on fait une doc qui est moyenne en tout et donc qui est lisible dessus. Oui. Et de ce pourquoi on a travaillé là-dessus avec Oli, c'était pour que chaque partie soit bonne. Et en fait, il y avait déjà des personnes qui avaient fait un état de l'art dessus pour bien constituer sa documentation. Et ce qu'on ressort de l'extrait que tu mets de maths, ça ressemble pas mal à ça. Les man pages, ça va être la référence. On a le how-to, Rémi et les tutoriels ne sont pas présents, mais il y a des choses qui ressemblent. Je peux regarder le lien après, parce que pour le moment, j'ai pas la page devant mes yeux. Je te prépare ça. Du coup, je te laisse continuer. Et il y a encore quelques questions pour la suite, mais je les garde pour la fin. Très bien. Je vais continuer en fait avec quelques challenges qu'on a des fois avec un système d'Oxford Code. Donc, c'est assez intéressant, les challenges qu'on a. Donc, un premier challenge, en fait, c'est le cours d'apprentissage. Donc, comme j'ai expliqué tout au début, quand je suis arrivée chez Sagi, j'étais la première rédactrice chez eux. Je connaissais comment faire un petit CD dans mon terminal. Ça vous montre vraiment le niveau.
je ne connaissais pas du tout Git, etc. J'avais utilisé Markdown dans Discord, quoi. Voilà, c'était mon niveau. Et quand je suis arrivée, on a commencé par écrire de la doc juste en ASCII doc, mais à côté. On n'a pas tout de suite mis en place un système d'Access Code. On a essayé de manipuler un truc pour écrire dans ASCII doc et publier dans un content management system, dans Zendesk. Et donc, déjà, c'était difficile. Mais après quelques mois, je crois que c'était après 4 mois, on s'est dit, bah, c'est pas gérable ça. On ne peut pas mélanger ces deux systèmes. Il faut en choisir un. Absolument, il faut en choisir un. Et moi, je suis pas quelqu'un. Je pense que tous les outils, en fait, ont leur mérite. Il y a un outil pour chaque situation. Et c'est pas chaque boîte et pas chaque produit qui a besoin d'un système d'Access Code. Ce n'est pas pour tout le monde. Par contre, pour moi perso, c'est pour tout le monde côté tech, quoi, à mon avis. Et on était vraiment en train de mélanger les deux, ça ne marchait pas. Et donc, finalement, en discutant avec les devs, on a décidé, et j'ai fait une proposition, etc. On a décidé de passer pour un système d'Access Code. Et on a choisi Antora parce qu'il y avait un dev qui connaissait déjà Antora. Donc, ça a aidé avec le cours d'apprentissage. Et quand même, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre. Et il y a du boulot à faire au début. Maintenant, pour la prochaine personne qui arrive chez Sagi pour maintenir la documentation, il n'y a que le maintenance à faire. Donc, ça, pour moi, ça vaut le boulot, mais il y a quand même ce cours d'apprentissance. Et il faut se mettre à l'aise dans son terminal complètement. Donc, c'est important. Après, des fois, les processus pour mettre à jour la documentation peuvent être un challenge. Donc, si on décide de mettre la documentation dans le même repo que le produit et il faut suivre exactement le même processus que pour le produit, et il y a juste un petit bout de documentation qu'il faut mettre à jour. Normalement, ça passe assez vite. Hein. Ça dépend de l'équipe test et ça dépend des gens, etc., qui est là. Mais si jamais il y a un problème avec à merger les choses, la doc reste telle qu'elle. Hein. C'est la doc, là, s'il y a un problème avec le produit, je vous assure, la doc n'est pas priorité numéro 1, quoi. C'est pas la première priorité s'il y a un problème avec le produit. Donc, s'il y a un problème dans le produit, la doc attend. Donc, ça, je dirais, c'est un petit challenge. Ça n'arrive pas du tout souvent, surtout si on travaille bien ensemble, mais ça peut être un challenge. Après, un challenge pour moi aussi, c'était de gérer le contenu statique. Heureusement, on n'en avait pas beaucoup et on n'a jamais publié de contenu statique, disons, dans les PDF, etc. Mais c'était quand même demandé de temps en temps. Et ce qu'on ne connaissait pas, en fait, en choisissant Antora, c'est que ce n'est pas bien pour les PDF. Ce n'est pas bien pour générer les PDF, par exemple. Et donc, il fallait refaire certaines choses. On a trouvé une façon de le faire, etc. Mais c'était un peu embêtant. Et maintenant, pour mon prochain, on peut dire pour mon prochaine aventure qui commence d'ici un mois à peu près, je me pose quand même la question à propos d'Antora. On verra quand j'arrive là-bas. Donc, et leurs besoins aussi. Donc, voilà 3 petits challenges. Ce que moi j'ai trouvé quand même, c'est que c'est des challenges, mais rien n'est insurmontable. On peut toujours, surtout, moi je suis quelqu'un d'assez créative et je crois que la majorité des gens qui sont dans ce genre de poste ont un certain niveau de créativité, il faut. Et donc on trouve toujours une façon de s'en sortir, et surtout avec les bons collègues.
Donc, voilà un peu pour les challenges. On peut en discuter après, si vous voulez. J'aimerais quand même vous montrer un exemple open source d'un système d'Access Code, si ça vous intéresse. Et donc, est-ce que je pars sur ça, les gars, ou est-ce qu'on passe pour plus de questions? Non, Non, je pense continue que là-dessus. Ouais, continue sur Ok. la présentation, ouais. Parce que ça permet de donner plus de contexte à certaines questions qui ont été posées avant. Je pense que ça, c'est Ouais. le Zigazoo aussi. Ok, donc je suis désolée, c'est en anglais, mais on va pas lire le contenu de toute façon, donc ça devrait aller pour tout le monde. Donc, je vous montre en fait, c'est un produit qui s'appelle Platform OS. La rédactrice technique là-bas a parlé, en fait, elle a fait une allocution à une conférence de documentation l'année dernière, donc j'ai pu en discuter un peu avec elle. Et j'étais contente d'apprendre que leur doc était open source. Et donc, on va regarder. Donc là, on est dans leur guide pour les devs. Et là, c'est un truc assez simple. C'est comment inviter un nouvel utilisateur. Donc, on peut voir qu'il y a le contenu là. Mais par contre, ici en bas, comme c'est open source et comme ils veulent des contributions un peu de tout le monde, on peut cliquer ici pour contribuer à cette page. Et là, ça va ouvrir en fait cette page que j'avais déjà ouverte. Et on peut voir que ça, c'est le contenu. Donc, on peut voir là, ici, c'est la ligne 7. Ce guide va vous aider, etc. Et ici, on regarde la page, ce guide va vous aider, etc. Donc, ça n'étonne personne, mais c'est le contenu. On peut voir ici que c'est un fichier liquide. Je crois qu'elle utilise un outil qui s'appelle Jekyll, mais je ne suis pas certain. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas le meilleur outil. Il y en a beaucoup et il faut trouver le bon. Et donc, ici, si je voulais contribuer à la doc open source, je pourrais le faire en faisant un petit fork et une PR. Mais si moi, j'étais en train de gérer cette documentation, j'aurais déjà ce repo cloné chez moi. Et ce que moi, je pourrais faire, en fait, c'est de créer une branche et de aller sur le bout de documentation que je veux mettre à jour en espérant qu'il y a une carte Jira qui va avec pour dire que, en fait, euh, moi, j'ai besoin de mettre à jour cette section de la documentation. On peut dire tout simplement, on a changé le mot sur le bouton de Invite User à, je ne sais pas, Get Started. Je ne sais pas. Mais par exemple, si je voulais faire ça, je fais ce petit modification dans mon texte éditeur. Je ajoute, je pousse, je commit mes modifications. Et avec un processus, c'est publié en fait. Donc, tout est géré ici. On peut regarder en fait, si on regarde, donc Platform OS, ce que j'ai pu apprendre en fait, c'est que il y a un repo uniquement pour la documentation. Comme la doc est open source, je comprends parfaitement pourquoi la doc n'est pas dans le même repo que le produit. Je ne sais pas si le produit même est open source ou pas. Mais on peut voir que dans ce repo, il y a toutes les choses qu'il faut avoir pour que ce site fonctionne et déploie, etc. Et on peut voir qu'il y a un README qui nous explique comment contribuer à la documentation. Donc ça, c'est leur processus pour le open source. Après, on peut voir, en fait, moi, j'avais déjà étudié un peu, donc je sais que leur documentation, c'est dans le directory apps et views. Et ils ont la doc pour tout ici. Donc, on peut voir qu'il y a une référence pour leur API. Il y a un genre de best practices, de meilleures pratiques, un guide dev, comment commencer, quoi, get started. Ça, c'est vraiment pour installer le truc la première fois.
il y a leur release note, etc., leur use case. Donc, tout ça, c'est public. Tout ça, c'est dans un repo. C'est managé avec des fichiers liquides, euh, etc. Donc, voilà, c'est juste un exemple d'un système open source. Et c'est dans GitHub. Donc, on peut toujours trouver d'autres exemples si ça vous intéresse. Mais sinon, voilà juste un exemple. Et je crois que pour moi, c'est un peu tout ce que j'avais. Après, on va pouvoir discuter pas mal, je crois, avec les questions. Par contre, j'aimais bien ce dessin parce que c'est Tommy Dessine qui dessine pour TechRox. Et je fais souvent la comparaison entre une rédactrice technique et une bibliothécaire. Parce que moi, je ne suis pas expert dans ce que je documente, mais je sais où trouver les infos et je connais les bases. Et donc, je suis un peu comme un bibliothécaire. Donc, j'adore ce dessin. Et voilà. Bah, merci Polly, et ça fait une super transition avec une question de Pinage 404. Comment devient-on documentarien, documentaliste, bibliothécaire? C'est la première fois qu'il voit Etc. ce rôle. Quel voit ce rôle? Ouais, c'est une très bonne question. Et il n'y a pas une seule réponse en fait. Donc, on peut étudier pour devenir ça à l'école. Moi, j'ai pas fait ça. Mais on peut faire ça. Et il y a comment dirais-je, un programme master's à Paris, par exemple, de 2 ans. Donc, après la licence, les gens continuent pour devenir rédacteur, rédactrice technique. Par contre, si on discute avec les autres gens dans ce métier, on va apprendre en fait que la majorité d'entre nous arrivent à ce genre de poste d'ailleurs. Donc, un peu pour mon background, par exemple, quand j'habitais aux États-Unis, je travaillais avec les lycéens pour leur enseigner comment se préparer et aller à la fac parce que c'est très compliqué là-bas. C'est pas la même chose qu'ici, ça coûte très cher. Et donc, je les ai aidés aussi à trouver les sous pour payer la fac aux États-Unis. Et en faisant ça, je suis devenue expert du sujet et mon chef m'a demandé d'écrire en fait. Euh, et donc, j'ai écrit un genre de c'est un genre de ressource, mais c'est un cours quoi, en ligne. Et en faisant ce projet là-bas, je me suis rendu compte que j'adore documenter les choses en fait. Et que, souvent, le problème, quand on a les problèmes, c'est parce qu'on n'a pas les bonnes infos. Donc, j'ai décidé de me lancer dans ce genre de boulot. Et quand je suis arrivée en France, je me suis rendu compte assez vite fait que le fait d'être anglophone, mais de parler assez bien français, je pourrais me lancer dans ce genre de carrière, de métier. Donc, j'ai décidé de postuler et Yoon a décidé de prendre une risque. Finalement, c'est bien passé. Donc, voilà. Après, il y a aussi pas mal de, par exemple, on parle surtout du tech là, il y a pas mal de devs, de testeurs, etc., qui font leur boulot pendant une certaine nombre d'années et après qui décident que, enfin, ils veulent changer, mais ils veulent rester quand même proches de ce qu'ils faisaient et se rendre compte en fait qu'avec leurs connaissances, euh, produire de la documentation, c'est une bonne chose à faire. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup de satisfaction dans ce métier. Enfin, si. Il y a, et c'est quand même un peu compliqué comme sujet. Mais donc, on peut arriver d'un autre métier, on peut arriver de la fac et on peut vraiment. Il y a aussi du monde qui étudie la langue ou la littérature, par exemple, à la fac et qui cherche du boulot. C'est un genre de. En fait, c'est une blague aux États-Unis. Si vous voulez étudier la littérature, vous pouvez toujours écrire les manuels pour les aspirateurs. C'est une blague aux États-Unis. Mais ouais, c'est aussi ça. Donc, les gens qui étudient la littérature et puis veulent écrire et ils trouvent ça.
Et dans le chat, il y a Akayemi qui dit il faut demander à une documentaliste ou un documentaliste d'écrire une documentation pour devenir documentaliste. Voilà, c'est une blague. Voilà. Après, il y a deux contributions, une de AD 1848 qui dit donc il existe un master de rédaction technique à l'université de Paris Diderot, Paris 7. La deuxième année est en alternance. C'est ça. Et ensuite, 76 TR, c'est le pseudo. Comment devenir rédacteur, apprendre sur le tard venant d'un profil technique, plus une formation telle que l'information mapping ou les universités pour devenir rédacteur, comme il y a Rennes, Strasbourg et tout ça, donc les gros centres universitaires. Alors, je reviens sur les autres questions. Donc, une question de Monsieur Labeille. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une confusion entre ce qu'un dev peut attendre. J'écris du code et ça génère de la documentation. Et ce que présente Colli, où la documentation est un projet technique à part avec une partie à écrire comme du code. Youn, je suis désolée, ça coupe un peu de mon côté. Ah. Est-ce que c'est mieux de mon côté ou c'est ton réseau, Colli? C'est mieux de ton côté. Ok. Ouais. Okay. Du coup, donc ouais, la remarque de Monsieur Labeille, donc qui nous dit, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une confusion entre ce qu'un dev peut attendre. Donc en gros, Docs as Code, en gros de la documentation qui se génère par rapport au code. Donc on peut penser à Swagger et tout ça, par exemple, du Swagger autogénéré pour les API et compagnie. Et du coup, donc il y a un parallèle entre ça et toi, ce que tu présentes, Colli, où la documentation est un projet technique à part et avec une partie écrite un peu comme du code. En gros, une documentation qui est versionnée telle du code. Oui, ça se peut. Et c'est pas du tout la même chose en fait. C'est pas autogénéré. C'est quand même de l'écriture. C'est quand même une tâche qui souvent c'est pas la tâche préférée des devs parce qu'il faut écrire. Par contre, peut-être j'ai pas assez souligné ce point, c'est que le fait d'aller là où se trouvent les devs, disons dans les repos, dans un éditeur de texte, avec tous les caractères qu'on ne trouve pas dans un bouquin, ils sont plus prêts en fait à le faire. C'est plutôt ça. Parce que c'est quand même de l'écriture, comme j'ai dit. Mais on s'en fiche de format. On s'en fiche en plus avec quelqu'un comme moi qui est là pour rédiger après. Le format, le contenu n'est pas censé du tout être parfait, en fait. Donc, les devs peuvent écrire des petits mots, des notes. Pour nous, c'était en franglais en plus. Des fois, c'était anglais, des fois, c'était français, un mélange. Ça dépendait, mais il fallait juste noter les informations. C'est ça qui est important. C'est ici, c'est dans leur tête, c'est dans leur conversation, dans leur Zoom, etc. Il faut sortir cette information. C'est plus facile de sortir ce genre d'informations si on va où ils sont, disons, dans le code. Et donc, c'est pour ça qu'on écrit dans les langages, c'est lightweight, mais c'est quand même du code. Très bien. Est-ce que tu m'entends mieux, Colli, là? Oui. Alors, du coup, une question de Sébastien le Cacheur qui a été plus soigné par Zigazoo, qui sont, comme d'habitude, nos gros animateurs. Donc, le produit et la doc ont donc deux processus de mise à jour différents et indépendants, CF les défis. Si oui, comment s'assurer que la doc est à jour? Donc, la réponse est oui et non. Donc, et ça dépend vraiment d'où on décide de stocker la documentation. Donc, par exemple, si on décide de mettre la documentation avec le code du produit, vraiment dans le même repo, et on utilise un système comme les cartes Jira, je sais qu'il y a d'autres systèmes aussi, mais je crois que c'est assez parlant ici de parler des cartes Jira, par exemple. Ça fait partie de la carte. On ne peut pas merger, on ne peut pas terminer cette carte sans la mise à jour de la doc. Donc, c'est exactement le même cycle de vie que le produit. Donc, pour ce genre de documentation, je dirais, ce genre de documentation, c'est les choses techniques comme comment installer le produit, comment regarder les logs du produit, comment faire du troubleshooting s'il y a un problème, comment ajouter un nœud,
euh, etc. C'est ce genre de choses. C'est très, très, très lié au cours du produit. Et donc, il faut absolument que ce genre de documentation soit mise à jour avec les changements au produit. Donc, c'est exactement le même cycle de vie. Après, c'est vrai qu'il y a des sections qui n'ont pas la même cycle de vie. Par exemple, la doc utilisateur, même s'il y a une petite modification niveau UX, si ce n'est pas énorme, on peut laisser la doc utilisateur telle qu'elle. On n'a pas forcément besoin d'aller mettre à jour le doc pour un petit changement de couleur sur un case quelque part. Donc, c'est vrai, ça ne suit pas exactement la même cycle de vie. Mais en gros, ce que moi, je me dis mentalement, et c'est quelque chose que j'avoue, je suis toujours en train d'apprendre, et avec plus d'expérience, je vais apprendre davantage de plus en plus, quoi. C'est de considérer, comme la doc, c'est une feature du produit, la doc a le même cycle de vie que le produit. Et si on pense autrement, on va forcément se trouver avec une doc qui n'est pas à jour. Merci Colly, et tu as eu un merci pour la réponse à la question précédente, avec un très éclairant. Est-ce que tu connais le docusaurus.io? Oui, j'ai jamais utilisé, mais j'ai entendu les bonnes choses. Je sais qu'il y a d'autres rédacteurs et rédactrices techniques qui l'utilisent, avec qui je parle. Je crois que c'est un outil qui, si ça correspond à vos besoins, n'hésitez pas, je dirais. Moi, je le connais pas personnellement. D'accord. Parce qu'après, il y avait des questions dessus, c'était au cas où. Alors, j'ai la question chiante de Zigazoo que je vais garder pour la fin encore. Je regarde les derniers messages sur le chat. Il y avait une question de Pinage là, qui vient d'arriver sur la fin, donc Pinage 404 qui nous dit est-ce que toi, en fait, en tant que tech writer ou documentarian, tu vas contribuer à de la documentation open source comme un développeur le ferait pour un projet open source? Oui, et je l'ai déjà fait quelques fois. Je ne le fais pas aussi souvent que j'aimerais. Moi, je ne suis pas forcément comme les devs qui ferment leur portable, leur ordi portable du boulot et ouvrent leur ordi portable perso tout de suite après. Je ne suis pas forcément comme ça. Mais ouais, l'année dernière, par exemple, il y avait des choses dans la doc open source de Jenkins. Il fallait mettre à jour côté dans la doc française. Ou en français, je peux dire, qui ne nécessitait pas quelqu'un qui était native, qui parlait nativement français, je précise. Et donc, j'ai fait ça. Ça m'a pris un petit moment parce que, comme j'ai dit, je le fais dans les petits bouts de temps. Mais j'ai pu faire ça. C'est sur mon GitHub. Ça se voit facilement. Après, des fois, quand une documentation est open source et je vois les typos et choses comme ça, je contribue, je fais une petite PR. Donc oui, on peut faire ça. Il y a aussi, si vous connaissez le Google, ils font un truc l'été, un genre de Season of Code, quelque chose comme ça. Ouais, Google Ils Summer font Camp, je crois. Voilà, ils font la même chose pour la doc. Et donc, on peut aussi participer à Summer of Doc, Season of Doc, c'est quelque chose comme ça. Je n'ai jamais fait. Je vais peut-être le faire, mais pas cette année. Et voilà. Alors, j'ai vu, Johan, il y avait une question un peu longue après. Donc, de Dark Story 777. En étant dev, on a plutôt tendance à regarder directement le code si on doit intervenir dessus, plutôt que de regarder une doc puis le code. C'est très utile pour les nouveaux devs, mais ceux qui sont sur le projet ne la regardent plus avec le temps non. C'est donc pas évident de créer de l'engagement pour la rédaction. Ouais, je comprends. Donc, il faut savoir que il y a beaucoup de types de documentation. Là, on a parlé des 4 sections de documentation qu'on peut trouver dans une doc publique. Par contre, si on veut vraiment discuter les types de documentation, on a une doc genre technique, on a une doc développeur, on a une doc utilisateur, une doc API, on a la doc interne, on a aussi la connaissance interne.
je suis sûre que je rate quelque chose. Il y a beaucoup de types de documentation. Et donc, quand on pense aux devs expérimentés qui ne vont pas aller vers la doc pour trouver une réponse, je comprends. Par contre, c'est là où arrive, je crois, à mon avis, c'est l'empathie qui arrive de pouvoir aller vers ce dev en disant, je comprends que pour toi, ce n'est pas hyper utile en ce moment. Par contre, c'est nécessaire pour nos utilisateurs, c'est nécessaire pour les devs qui arrivent, c'est nécessaire pour qui que ce soit. Et de pouvoir convaincre cette personne de, de contribuer quand même. C'est pas toujours avec un sourire, mais c'est pas grave. C'est pas tous les aspects de nos boulots. Nous tous, hein. C'est pas que un dev avec la doc, c'est nous tous. Il y a des aspects du boulot qu'on apprécie moins. Et c'est pas grave, c'est la vie, ça. C'est la vie d'adulte. C'est ce qu'il faut faire. Et donc, des fois, il faut faire ça. Et c'est aussi le fait que même les devs très expérimentés, et mes anciens collègues peuvent témoigner à ça aussi, c'est qu'il y a quand même des connaissances très techniques. Et même eux, au bout d'un certain moment, ça fait 4 ans depuis qu'ils ont codé un truc, ils oublient. Ils oublient aussi. Et des fois, on ne reste pas longtemps dans un boulot maintenant. Ça, c'est pas comme avec ma mère ne travaillait que pour IBM, que pour eux. C'est pas comme ça maintenant pour la majorité des gens. Et donc, on reste quelque part et on part, en fait, avant que ça soit un problème pour nous. Mais il faut, en fait, que chaque personne fasse vraiment un effort de s'en souvenir que quelqu'un d'autre va revenir après, va arriver après et qui a besoin vraiment de cette connaissance. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'au début, quand j'ai dit qu'il y a 3 clés, dont une, c'est le management qui priorise la doc. Si un dev ne veut pas, ça fait partie de son boulot. Donc, tant pis. C'est un peu... Enfin, c'est franche, mais c'est comme ça. Est-ce que j'ai répondu à la question? J'ai Ouais, l'impression d'avoir parlé un peu je beaucoup là. pense. Il y a un commentaire qui dit au bout de 4 jours, j'ai oublié le code, pas besoin d'attendre 4 ans. Ouais, un commentaire de Pinache Voilà, 84. voilà. Bon, on va passer sur les dernières questions. Et après, pareil, je me souviens à peine de mon code de la veille, alors 4 ans. Voilà, c'est bon. Donc, la dernière question, tu n'es pas obligé de répondre, hein. C'est les questions qui peuvent être un petit peu troll sur les côtés ou avec nos personnes habituelles. Donc, une question de Franck Gadjo. Verra-t-on bientôt le Documentation Driven Development? Je vais trouver la question. Ça vient de qui? Ah, Franck Gadjo. Driven Development. Je n'ai jamais entendu parler de Driven Development. C'est quoi ça? Alors, c'est en fait, comment je vais dire ça? Par exemple, tu as le domaine Driven Development qui est aussi DDD, où tu commences par construire ton domaine métier, tu construis autour de ton domaine métier. C'est-à-dire, tu déclenches les nouveautés de code par cela. Tu as de Vous m'avez l'Event Driven perdu, Development, franchement. où tu vas déclencher un système par l'arrivée d'un événement. Et tu vas avoir aussi du TDD aussi, donc du Test Driven Development, où tu vas écrire tes tests avant d'écrire les fonctionnalités, etc. Donc là, en gros, vraiment la question, est-ce qu'on verra bientôt du code qui sera écrit après la documentation? Je comprends. Je ne sais pas. C'est intéressant comme question. Je vais quand même réfléchir. C'est très intéressant. Ça me rappelle par contre d'un truc auquel j'avais réfléchi en me préparant pour ce soir. Et c'est pas directement lié, mais si vous me permettez. Euh, c'est en fait euh, quand est-ce que c'est le moment d'embaucher quelqu'un comme moi? Et pas moi personnellement, j'ai un boulot et je suis contente. Je suis contente. Mais quelqu'un comme moi, un métier comme une rédactrice technique, un documentaliste, etc. C'est quand le moment. Et Youn, si tu veux, tu peux éteindre ton caméra, c'est pas grave. Mais c'est presque au début, en fait. À Sagis, ils ont attendu 5 ans.
Là où je vais, je crois que c'est à peu près la même chose, à peu près 4 ou 5 ans. Par contre, il y a une petite boîte où j'ai passé des entretiens. J'ai décidé que ce n'était pas pour moi, j'ai choisi une autre boîte. Mais pour eux, cette boîte n'est que 18 et ils embauchent quelqu'un. Et ils embauchent en fait leur deuxième rédacteur exercice technique. Donc la question, c'est quand est-ce qu'on embauche quelqu'un? Je dirais que quand même, au début, quand on n'a que 3 personnes, c'est peut-être un peu tôt, à mon avis. Peut-être pas. Peut-être c'est pas comme si on parle vraiment de documentation driven development à 3 personnes, ça c'est important. Mais peut-être pas. Mais je dirais que dès qu'on a quelque chose qui est codé, qui est prêt, enfin, c'est tôt quoi. Ma réponse, je ne sais pas, je n'ai pas une semaine exacte, mais c'est tôt. Je dirais que dès qu'on a les sous pour une 5e, une 6e personne, embaucher quelqu'un de ce métier. En fait, on amène beaucoup plus que la documentation. J'explique. Pour documenter un produit, il faut aussi mapper le produit. Est-ce que ça, c'est parlant de dire ça, mapper un produit? De vraiment, donc ce que j'ai fait, par exemple, pour la doc utilisateur pour Sagi, j'ai pris le produit et j'ai fait, on fait ça et on clique et on fait ça et on clique et on fait ça. Et on crée un genre de schéma pour le produit complet, mais pas avec le même but que quelqu'un côté UX qui va le faire. Et donc après, je regarde ce chemin que je crée, que moi je fais, et je dis, OK, ça, c'est très clair, l'UX est nickel, pas besoin d'être documenté. Ça, c'est pas clair, il y a des questions, et il faut absolument le documenter. Après, on crée on planifie, en fait, comment on va documenter le truc. On fait ça dès le début. Bah, je ne sais pas si c'est tous les gens comme moi qui le font, mais moi, je fais, j'adore faire ça. Et imaginez si vous êtes sur le bout de développer. Je vois ton visage, j'aimerais bien comprendre ce que tu penses là. Ah, c'est Mais que je lis les questions imaginez, du chat avant, c'est pour ça. zut. Moi, je suis en avance. Mais imaginez-vous si au début, vous êtes 5, 10, 15, quelque chose comme ça, avant 20. Et vous avez quelqu'un qui arrive, qui va non seulement documenter ce que vous faites, mais aussi créer un genre de compréhension globale pour la boîte dès le début. Imaginez à 100 personnes les problèmes que vous n'aurez pas. C'est un peu ça, au début, il y avait la question de est-ce qu'on peut justifier l'argent, en fait, le temps. Le temps, c'est l'argent. Le temps pour faire une documentation qui va doubler la carte, le temps pour une carte, est-ce qu'on peut le justifier? Mais après, ça va aider une personne? Peut-être pas. Ça va aider 50 personnes? Oui, on peut. Et si, après 5 ans, ça aide déjà à imaginer si on le fait dès le début, en fait. Donc, pour moi, documentation driven development, je sais pas, mais embaucher les gens comme moi plutôt, s'il vous plaît. Et pour compléter ton propos, il y a aussi une maturité du marché chez les directions techniques, chez les DSI, où c'est un rôle qui est aussi de plus en plus connu. Ouais. Avant, c'était des rôles qui étaient présents dans les grands groupes comme Sanofi, comme Michelin, comme Airbus, etc. Et là, maintenant, ça commence à se démocratiser davantage. Après, c'est aussi parce qu'il y a davantage d'argent dans les startups et dans les PME pour l'informatique. Ce que tu disais tout à l'heure, hein, en Europe, il y a une personne par documentation, il y en a 2 ou 3 aux US. C'est aussi une histoire de budget, mais il y a aussi le marché qui mature. Et dans le chat, il y avait un débat sur est-ce que la documentation premier, c'est de la spécification. Je te laisserai commenter après, mais moi je dis juste que la cible n'est pas la même. C'est que ce qui a été expliqué dans le framework avant, c'est qu'il y a différents types de documentation pour différents usages, différentes cibles. Et une spécification n'est pas forcément un bon tuto ou un bon how-to ou une bonne référence. Voilà. Et, je te laisse commenter par-dessus si tu veux. Je regarde vite fait.
Parce qu'en fait, il y a Yvan qui dit une doc, l'objectif, c'est un utilisateur. Et c'est pas forcément un utilisateur externe, en fait. C'est aussi interne. C'est aussi l'équipe support, l'équipe service. C'est aussi pour diminuer le temps de onboarding. Donc, c'est pas que les gens externes, qui déjà, c'est important, c'est clair. C'est les clients, ça fait tourner la machine. Mais c'est pas uniquement pour eux, en fait, une bonne documentation. C'est pour nous aussi. C'est pour rendre la vie plus facile à long terme. Et il y a la documentation qui le client ne va jamais voir. Si on fait bien notre boulot, hein, il y a la doc qu'ils ne vont jamais voir, mais qui est essentielle pour faire tourner la boîte. Et il y a une question qui s'adresse plus à moi de Vic Visseler. Je ne sais pas comment dire. Quel a été le cheminement pour Sagi pour faire appel à Colis? Et donc, moi, c'est davantage la documentation était faite à côté par des morceaux de temps de différentes personnes et la qualité se ressentait beaucoup. Et à un moment donné, il faut spécialiser le rôle et mettre des professionnels dans le rôle. Et pour donner les dessous, j'en avais discuté avec un des investisseurs membres du board et avec le CTO de France Télévisions, de la partie numérique. Ils m'ont tous les deux conduit vers ce poste de doc writer, en anglais, de documentarian dessus. Et c'est à partir de ces discussions-là, pour résoudre le problème d'une doc de mauvaise qualité, pas suivie, pas à jour, pas bonne, pas lisible et tout ça. De passer d'un je fais un truc sur le côté à je fais un truc de manière professionnelle, et en tant qu'éditeur, ça devenait critique là-dessus. Alors, j'ai encore le temps pour la question. Vas-y. Je veux juste ajouter, en fait, parce que je viens de passer une période d'entretien assez intense et j'attendais pas à ce que j'ai vécu, mais ce que j'ai pu voir, c'est que j'ai passé des entretiens avec des boîtes qui étaient assez jeunes, comme j'avais déjà dit, à 18 personnes, et trouver leur deuxième rédacteur. Mais la majorité était à peu près entre 80 et 120 en cherchant leur première. C'est assez courant, ça, en France en ce moment. Et la boîte où je vais, en fait, le CPO vient d'arriver là-bas et il a vu tout de suite qu'il n'y avait pas une rédactrice technique. Et il a demandé pourquoi. J'avoue, s'il est dans la salle, je suis désolée, juste muter, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais c'est une raison pour laquelle j'ai choisi d'aller à cette boîte, en fait, c'est parce que je savais que mon chef connaissait l'importance, la valeur d'une documentation. C'est pour ça. Et donc, maintenant, je crois que c'est de plus en plus courant que quand les gens qui ont vécu, en fait, j'ai un peu envie, en fait, de retourner à ce slide-là. Donc, on connaît tous cette expérience, en fait, cette situation où, comme Youn vient de décrire, la doc est partout et nulle part, c'est mal géré, c'est pas rédigé. On ne peut jamais partager ce genre de choses avec un client. Même en interne, c'est difficile pour faire du onboarding, etc. Mais quand on peut passer à ça avec un ou une professionnelle, on se trouve en fait avec quelque chose qu'on peut utiliser pour les clients et pour les salariés. Et c'est ça qu'on cherche en fait. Et donc, c'est ça que je veux dire, c'est de chercher ça, de faire ça plus tôt. N'attendez pas vos 100 salariés pour trouver votre première personne pour le rôle, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et pour partager une petite anecdote, c'était il y a 4-5 ans, je discutais avec les CTO et le CPO de DataIQ. Et ils étaient 50 à l'époque, 40-50, et je leur dis, ouais, le doc il est super bien fait, on est un peu jaloux, c'est quoi vos process internes? Et ils m'ont répondu qu'à l'époque, ils étaient 50, c'était le CTO et le CPO qui faisaient la doc sur leur temps,
en plus et que il n'y avait pas de rôle dédié dessus. Et donc, c'est eux qui vont contrebalancer les manques de l'organisation en fait, à l'époque. Elle était très bonne, hein, elle était super bien faite, mais voilà, c'est que ça correspond aux exemples que tu as donnés. C'est voilà, 40-50 personnes, on ne pense pas encore à ce type de rôle. Ouais. C'était il y a 4-5 ans, ça a évolué depuis. Hein. Ouais, très bien. Et la dernière question, alors de Zigazoo, inclure la doc dans le code ne va-t-il pas à l'encontre des pratiques comme le SRP, pardon. SRP, c'est le Single Responsibility Principles, le principe de responsabilité unique. Et il entend par là qu'ajouter la doc dans le code donne une raison supplémentaire de modifier le code. Est-ce que tu es familier avec ce principe? Après, on n'est pas obligé de répondre, c'est les questions de fin et tout ça. Ça vient de qui déjà la question? De Zigazoo, c'était vraiment au tout début. Au tout début du meet-up. Donc, En gros, le principe, c'est que quand on code un module, il a une responsabilité unique et par exemple, on doit modifier le contenu de document, on modifie ce module, on doit modifier l'apparence d'un document, on modifie l'autre module, le CSS ou autre chose. Et la doc vient rajouter une raison supplémentaire de modifier l'un ou l'autre module. Et donc, c'est réduire les modules qu'on modifie. Parce que si on modifie qu'un seul module et qu'il y a une défaillance en production, on sait où est le problème. Alors que si on a fait un commit qui modifie 4 modules, s'il y a un problème en production, on est obligé d'analyser les 4 modules. Pour le principe. Je suis d'accord. Après, je crois qu'il y a des questions plus simples qui ont été demandées par Yvan à la fin. Ouais, moi, il y avait une question que je trouve intéressante pour ceux qui s'intéressent au métier de tech writer. C'est donc Pinage404 qui nous demande est-ce que les documentarians ont leur propre meet-up comme les devs. Donc, imaginons en fait un codeur en scène pour juste les tech writers. Est-ce que ça existe? Est-ce que tu as des références à nous donner? Oui. Donc, déjà, il y a une super organisation qui s'appelle Write the Docs. Peut-être tu peux mettre ça dans le chat quelque part. Ouais. Et Write the Docs, c'est vraiment, je dirais, c'est la organisation pour les gens comme moi. J'y suis tous les jours. Même là, j'ai pris un petit peu de congé, entre guillemets, entre dernier job et prochain job. Et je me trouve toujours là dans Write the Docs parce que j'ai créé des amis, etc. C'est hyper cool. Et il y a des conférences une fois par an. En ce moment, c'est en virtuel, bien sûr. On fait aussi des meet-up comme ça. Moi, j'assiste au meet-up de Barcelone, mais c'est en anglais. Je n'ai pas trouvé beaucoup de choses en français. Je n'ai pas vraiment cherché parce que des fois, travaille toute la journée en français, j'ai besoin d'un petit peu de recul après. C'est quand même un peu fatigant, même si j'aime bien. Donc, oui, ça existe. En fait, je n'avais pas l'occasion de le faire avant ce soir, mais j'avais pensé de créer une petite liste des ressources. Et après, entre Johan et Youn, ils peuvent envoyer ça. Donc, on je les ferai publiera ça. Sur le Slack. Voilà. On peut faire ça. Attends pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Mais ouais, de toute manière, tous les liens qui ont été mis dans le chat, ils ont été stockés dans un document à part et on les remettra dans le Slack général juste après le meet-up. Ouais. Et on avait des petites questions. On avait des petites questions gentilles pour finir. Donc de Yvan Dalmet. Comment éviter le trop de doc, trop de documentation? S'il y a trop à lire, personne ne lit. C'est une super question. C'est quelque chose que je crois que personne dans ce post a une réponse parfaite. Et on y travaille en fait. On y travaille parce que au début, et moi j'ai toujours cette tendance, c'est comme ça, il faut documenter. c'est ma réponse quoi. Mais après, il y a une idée que moi j'aime bien en tant que quelqu'un qui est vraiment qui écrit beaucoup. Écrire, c'est une chose, rédiger, c'est vraiment, c'est l'art et dans la rédaction après. Et donc, pour pouvoir faire ce post, en fait, il faut pouvoir se remettre en question. Il faut pouvoir prendre le recul et se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire ça? Et j'avoue, je suis toujours en train d'apprendre.
et d'améliorer là-dessus. Je regarde des fois la doc utilisateur de stagiaire, je me demande si je suis allée trop loin. Je ne sais pas. Je n'ai pas une réponse parfaite à cette question, mais je me pose quand même la question. On verra pour la prochaine, prochaine aventure. Mais voilà, faut savoir se remettre il faut savoir comment se remettre en question. C'est un thème pour la vie, je crois, ça. Pas uniquement On pour termine la doc. là-dessus, Johan? Ah bah pour moi c'est une très belle conclusion. Voilà. Très bien. Je mets les derniers liens. En tout cas, merci Colly, au nom de toute la communauté. Il y a eu pas mal de merci d'avoir des réponses aux questions. Et c'était pas ta langue maternelle, donc on sait l'effort que c'est. Si Donc, tu veux nous encore dire plus merci quelques pour toi. mots en anglais peut-être pour conclure. Really just thank you all for coming. I don't know how many people ended up coming here. But I thanks for coming and listening. I'm still learning a lot. I know all of us are, and I hope that my goal is just that French tech and documentation become better friends. Let's put it that way. So we can work on that together, though. Thank you, Colly. Merci, Colly. Merci à tout le monde. Il y a plein de merci sur le chat. Belle présentation. Merci pour ce talk. Bravo. Merci à tout le monde. Voilà. Bon, il y a les Français qui ne savent pas parler anglais qui sont perdus. Oui, tu nous as perdu, Jonathan. Désolé, Jonathan. Je t'aime. Du coup, bonne soirée tout le monde. Alors, c'est ça. Grand merci, ouais, c'est ça. On va dire bonne soirée à tout le monde. On vous donne du coup rendez-vous, comme l'a dit Youn en début de Meetup, donc le 15 juin avec un Meetup sur Kubernetes, la sécurité du futur. Le futur et la particularité, il sera toujours sur Twitch, mais il sera à 19h à cause du décalage horaire, parce qu'il sera en live depuis Dubaï. Voilà. Donc ce sera change de culture. C'est ça, ce sera toujours le mardi, du coup, à 19h. Il y aura de la communication sur Twitter, etc. N'hésitez pas à rejoindre le Slack pour continuer la discussion si vous avez encore quelques petites questions. Et puis bah oui, on se dit dans un mois quasiment. Bonne soirée tout le monde, bonne fin de soirée, bonne nuit et bonne soirée. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Bonne soirée. Merci, Johan.